Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le voyez, un numéro spécial pour vous accompagner durant cet été. Alors on a retrouvé le plaisir des terrasses de restaurants et nous avons installé notre plateau au Vieux Moulin chez le chef Laurent Bouilloux au Versou. C'est ici en effet que se sont donné rendez-vous les ambassadeurs des Alpes et ensemble je vous propose d'aller faire leur connaissance tout au long de cette émission spéciale. À mes côtés bien sûr un expert ou plutôt une experte, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Mignani. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes directeur corporate à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, vous êtes en charge du marché des entreprises. Tout à fait Christophe, et je suis particulièrement honorée d'être présente aujourd'hui avec vous, puisque vous le savez, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est particulièrement présente sur le sillon alpin, et toutes ses équipes, en l'occurrence notamment celle de l'Agence Montagne, œuvrent au quotidien auprès de l'ensemble des acteurs et s'assurent finalement de contribuer à la dynamique sociale et économique des territoires de la montagne. Donc très heureuse d'être parmi vous pour ce déjeuner des ambassadeurs des Alpes. Heureux de vous accueillir et nous allons beaucoup parler de montagne dans cette émission. Nous rejoindrons dans un instant le président de ces ambassadeurs des Alpes, Christian Laval. Il nous présentera ces entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité qui portent l'économie et les couleurs de notre région, de nos montagnes. Vous le voyez, encore un sommaire passionnant à la découverte des entreprises qui font la richesse de notre département. C'est la raison d'être de notre club de l'économie en Isère. Alors installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires. Et voilà, avec Elsa, nous avons rejoint Christian Laval, le président des ambassadeurs des Alpes. Christian, ce club est né il y a 2 ans. Une histoire d'amitié avant tout, pour soutenir l'association de la descente des alpages. Tout à fait cela, du soutien, de l'accompagnement et pourquoi pas quelques idées nouvelles aussi, novatrices, sur un événement séculaire incontournable de Grenoble, la descente des alpages. J'oserais dire le plus bel événement de notre territoire actuellement. Ouais. Ce sera le 9 octobre prochain, encore un gros événement en plein cœur de Grenoble, avec plein de surprises. On vous en reparlera bien sûr sur Télé Grenoble. Christian, vous êtes un des responsables de POMA, une entreprise, un fleuron de l'économie iséroise. Et vous avez réussi dans ce club à rassembler autour de vous des grands groupes, mais pas seulement. Alors, des grands groupes, bien sûr, puisque notre territoire en compte beaucoup et de très innovants, mais également de très petites entreprises, des PME, des ETI. En fin de compte, toute taille et tout domaine d'activité nous ont rejoints, à notre plus grand plaisir, puisqu'on est bientôt une centaine d'entreprises ambassadrices aujourd'hui. On en incorpore tout doucement une vingtaine par an, puisqu'on veut prendre le temps de faire les choses, on veut que les gens se connaissent, puisque avant tout, les ambassadeurs, ce n'est pas un club d'affaires, c'est un club de personnes qui partagent des valeurs alpines. Les valeurs alpines, et la première d'entre elles est l'engagement. L'engagement qui nous a permis, et on le voit avec cet élan aujourd'hui de résilience finalement, et de notre économie, et puis de notre temps libre, puisque chacun consacre sa journée à se retrouver aujourd'hui avec beaucoup de bonheur. Cet engagement parmi les valeurs et qui vous aide aussi à porter notre territoire, c'est essentiel. Vous parlez des entreprises qui sont ambassadrices à vos côtés. Il y a le groupe Payan. Alors, on est ici au Versou. Vous venez pas de très loin. Bonjour. Bonjour Pierre Lérac. On joue presque à domicile. Oui, là, on touche on est juste le bâtiment à côté. Vous êtes vraiment voisin, installé ici à Domaine sur un site qu'on ne peut pas louper quand on arrive ici au Versou, un site immense, plus de 6 hectares, je crois, avec des engins assez impressionnants, puisque vous êtes, vous, spécialisé, concessionnaire dans du matériel pour le TP, pour les stations. Oui, tout à fait. Le groupe, aujourd'hui, on est distributeur de matériel de travaux publics. On est installé sur Domaine depuis 1951. Donc c'est notre grand-père qui avait fondé l'entreprise, mon père derrière et moi qui l'ai reprise. Donc c'est vrai qu'on travaille sur toute la région et d'autres, puisque aujourd'hui on couvre 55 départements par rapport à notre groupe au niveau de la couverture. On a le plaisir de travailler dans cette région parce que, comme on a pu le dire tout à l'heure, c'est une région très dynamique et diversifiée.
avec aussi bien des travaux de montagne qu'on apprécie et tout à l'heure on parlait justement de l'activité de montagne dans toute cette période de Covid qui a été difficile, mais les stations ont su rebondir et se redynamiser et essayer de trouver justement des solutions pour attirer des gens vers une autre discipline que l'on peut faire aussi en montagne. Oui, on en parlera dans un instant avec notamment des représentants de remontées mécaniques ou de stations des Alpes. Alors le groupe Payan, plus de 300 salariés, près de 400 salariés. Hein. On est 365. 365 salariés. Moi j'aime bien les chiffres clés. Combien vous distribuez chaque année de machines impressionnantes, celles que j'ai vues en arrivant là? Alors neuf et occasion, on distribue aux alentours des 1500 machines. Avec parfois des machines qu'on a même du mal, nous, grand public, à imaginer. Donnez-moi des exemples de machines incroyables. Alors j'ai vu qu'il y avait des machines pour les travaux forestiers, qu'il y avait... Oui, c'est vrai qu'on a une diversité dans notre groupe. On n'est pas que dans le travaux public, on est aussi dans le recyclage, on est aussi dans le matériel forestier et la manutention. Comme on peut le voir, on a des marques comme John Deere au niveau du matériel forestier avec des abatteuses. Donc c'est des machines qui prennent l'arbre, qui le coupent, qui les branchent et qui le billonnent. Elles sont connectées en direct avec les scieries pour justement savoir l'essence du bois, le diamètre, les longueurs. Et c'est la scierie qui passe presque ses commandes à la machine, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. D'ailleurs, la R&D dans ce domaine-là est essentielle. On ne pourrait pas l'imaginer, d'ailleurs, de l'extérieur. Oui, tout à fait. C'est vrai que le monde aujourd'hui de la R&D est important et on a beaucoup de techniciens maintenant qui sont justement férus de ça et qu'on oriente. On est dans l'obligation aujourd'hui d'avoir des équipes qui sont formées sur les nouvelles technologies. Et donc ça nous prend du temps. On a 25 jeunes aussi en alternance dans le groupe qu'on forme pour justement pouvoir les embaucher par la suite et promouvoir notre activité et notre métier. Parce que vous vendez, vous louez ce matériel, vous l'entretenez aussi. Hein. Je sais qu'il y a une équipe de techniciens et des ateliers qui sont d'ailleurs très impressionnants à visiter. Oui, on a à peu près aux alentours de techniciens. On est 180 personnes sur la partie technique. 80 au niveau de l'itinérance puisqu'on se déplace. Nos machines, comme vous avez pu le dire, elles sont quand même volumineuses et encombrantes. Donc pour aller faire les entretiens sur les sites de nos clients ou sur les chantiers. Donc là, on a 80-85 techniciens qui sont sur la route tous les jours pour aller entretenir le matériel. Bon, ce rôle d'ambassadeur, comment est-ce que vous le concevez du coup ? Bah écoutez, déjà c'est la fierté déjà par rapport à la région. C'est un club et une association justement qui rassemble l'ensemble des équipes et des acteurs du territoire et je pense que c'est une famille, on va dire. C'est vraiment une famille et on a des échanges lors d'événements comme aujourd'hui. Alors ça faisait un moment qu'on l'attendait, hein, de pouvoir revenir à quelque chose de convivial. Et je pense que justement ça nous aide à travailler en osmose entre les équipes, entre différentes personnes et puis entre les différents métiers que l'on a. Pas tout le monde a besoin d'une pelle ou en location ou en achat, mais forcément il y a des entreprises qui sont à l'intérieur qui ont le besoin et qui utilisent. Les routes sont faites aussi par nos machines, par nos clients, donc ça fait plaisir. Merci en tout cas, très très belle entreprise, le groupe Payan à Domaine. Merci d'avoir été avec nous et d'être venu témoigner. Alain Mathieu également. Alors là, on va changer d'implantation parce que vous êtes plus installé avec votre entreprise BTP du Balcon Est, du côté de Château-Bernard, donc dans le Trièves, également à Saint-Égrève, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc bonjour à tous. On est basé sur Château-Bernard. L'entreprise a été créée à Château-Bernard sous le Balcon Est du Vercors en 2004. Et puis effectivement, avec mes enfants, on a déplacé un petit peu le cœur d'activité sur Grenoble, sur le bassin grenoblois. Donc on a démarré une activité sur Saint-Égrève il y a 6 ans et puis sur Comboire il y a 1 an et demi. Voilà. L'entreprise a été créée en 2004, hein, me semble-t-il. Elle a progressé très très rapidement. D'ailleurs, au départ, le TP, ce n'était pas vraiment l'activité initiale. Elle a rapidement évolué. Alors effectivement, l'initiale, on était un petit peu plus sur de l'activité bâtiment, travaux publics. Et puis en fait, avec mes enfants qui étaient passionnés par les machines de travaux publics, on s'est remis un petit peu sur l'axe du travaux public uniquement. Et puis bon, l'activité n'a pas progressé énormément sur les premières années, elle a progressé surtout sur les 6 dernières années parce que mes 2 enfants sont arrivés, donc Eddy et Nicolas Mathieu.
Et donc en fait chacun en fait fait son petit travail au cœur de l'entreprise et fait qu'on avance, qu'on a fait une très belle progression sur ces 3 dernières années. Oui, vous êtes modeste. Aujourd'hui, il y a combien de collaborateurs avec vous? On est entre 45 et 55 collaborateurs Voilà. et on pèse à peu près 7,5 millions de chiffre d'affaires sur l'année dernière et je pense que cette année on va aborder les 10 millions. Voilà. C'est pour ça que je dis que vous êtes modeste, parce que l'entreprise est née en 2004 et ça fait quand même une assez belle progression. Une entreprise qui a profité, et on parlait tout à l'heure dans une autre émission, on parlait des infrastructures locales. Il y a un chantier actuellement qui est très important à Grenoble, c'est le chantier de la 480, la requalification du Rondeau. Ça a représenté l'an dernier, je crois, la moitié de votre activité. Alors il y a eu une petite erreur, là, c'est 30% de notre activité en fait. Hein. Alors un tiers de l'activité, ce qui est déjà pas C'est mal. un tiers, ouais. Mais en fait on n'a pas misé que sur le chantier de la 480. On a aussi surtout voulu évoluer sur le recyclage des matériaux. Et donc en fait aujourd'hui c'est pour ça qu'on a ouvert le site de Comboire pour pouvoir recycler 95 à 100% des matériaux quand il fait vraiment très très beau. Oui, là on parle d'un autre défi du monde de la construction et du BTP, c'est le défi environnemental qui devient essentiel. En fait, oui, aujourd'hui, le TP d'hier, on ne peut plus le faire. Donc, il faut qu'on revoie les choses, qu'on soit innovant. Et surtout, qu'on puisse recycler les matériaux qu'on utilise au quotidien pour ne pas les extraire du milieu naturel. Et on en revient à une autre valeur essentielle de ce territoire de montagne, l'environnement. J'imagine que vous aussi, vous connaissez ça. Les travaux forestiers, on ne fait plus les travaux forestiers aujourd'hui comme on pouvait les faire il y a 15 ou 20 ans encore. Oui, tout à fait. Les travaux forestiers sont quand même très réglementés. Et au niveau de... Même dans le travaux public, aujourd'hui, on a des machines qui sont 100% électriques. Donc, les premières machines sont arrivées. On a des mini-pelles, des petites chargeuses qu'on a mis dans nos sociétés de location, justement, pour pouvoir attaquer ce nouveau marché qui sera obligatoire dans les villes pour pouvoir travailler à l'intérieur. Bon, Alain, comment est-ce que vous avez rejoint ce club des ambassadeurs ? Tout bêtement, j'ai fait un petit déjeuner un jour avec Christian Laval et puis il m'a convaincu tout de suite. Voilà. Donc après, ça a été très simple. Il y a beaucoup de valeurs qu'on partage. Là, on a un territoire qui est magnifique. Donc on est là pour défendre notre territoire, défendre les valeurs alpines. Et puis surtout, passer des bons moments. Donc dans la vie, on a plusieurs familles et on a notre famille de cœur. On a une famille de sang et puis la famille de l'amitié, et ça en fait partie. Voilà. Beau message. Merci beaucoup. Merci Pierre Liorac. Merci Alain Mathieu d'être venu témoigner. Merci à vous. Merci à tous. On va enchaîner avec un autre plateau, une autre économie essentielle dans ce monde de la montagne, bien sûr, c'est celui du tourisme et des stations. Après un hiver qui a été une véritable calamité pour le monde de la montagne, en raison évidemment de la crise sanitaire, de la fermeture des remontées mécaniques, eh bien les Français choisissent en masse cet été la montagne. C'est bon pour le moral, c'est bon pour notre économie et on va en parler avec nos invités suivants. Frédéric Géromin nous a rejoint, les remontées mécaniques de Champs-Rousse. Merci d'être avec nous. Bonjour. Avec également Pierre Balme qui nous a rejoint. Pierre Balme, le président de l'association des maires de l'Isère. Bonjour, des stations de l'Isère. Il ne faut pas que je me trompe. Je suis l'intrus. Dites-moi. Bernard Hugon. Bah oui. Directeur général des Portes du Soleil, directeur général de Châtel, président des Portes du Soleil. Mais vous êtes l'intrus parce que vous êtes le haut savoyard de l'étape, c'est ça? Oui, je suis venu m'incruster. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'observe mes collègues et on apprend beaucoup. Vous avez le macaron d'ambassadeur des Alpes, donc ici vous n'êtes pas un intrus. Et on se refait pas. Vous êtes forcément bienvenu. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints. Bon, Pierre Balme, le moral est reparti à la hausse, ça y est. Le moral est reparti à la hausse, tout à fait, oui. L'été est bon. L'été est bon, l'été sera bon, il sera beau. Il y aura de la fréquentation. Je pense que tout le monde a envie de revenir à la montagne. Je pense que déjà qu'on avait assez naturellement envie d'aller à la montagne, mais je pense que le contexte s'y prête assez particulièrement. Peut-être même qu'à l'inverse, on a peut-être quelques inquiétudes sur une certaine saturation de certains sites sensibles, quelques sites emblématiques. En Oisans, je vais citer le Taillefer, le plateau d'Amparis, le lac Le Vitel, mais il y en a d'autres ailleurs. La Cachard, je pense aussi de ton côté, Fred. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet qui nous inquiète un tout petit peu. Eu égard notamment au changement, alors ça peut être un bien, un changement de la nature de la clientèle. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, quelques photos publiées, c'est vachement sympa, j'y vais. Mais j'y vais peut-être en tongs, j'y vais pas forcément avec l'équipement approprié. Je connais pas la nature. Alors je pense que c'était
je pense que c'était une chance à nous de la saisir, à nous de former cette nouvelle population. Et justement, en Noisan, on a recruté 2 maraudeurs pour. C'est pas une histoire de, c'est pas de la contrainte, c'est de l'accompagnement, c'est Pédagogie. de la pédagogie, c'est de l'apprentissage de la montagne pour ce public-là nouveau et qui peut être une nouvelle chance pour la montagne. L'enjeu est taille, il faut les convaincre de revenir Complètement. chaque année Complètement. et pas uniquement en période post-Covid. Tout à fait. Donc ce nouveau public est à conquérir, profitons-en. Bon, il faut dire qu'on revient de loin parce que la saison d'hiver a quand même été, le monde de la montagne en général a poussé un cri d'effroi parce que tout s'est arrêté du jour au lendemain et complètement. Ah, complètement, oui, c'est vrai. C'est vrai. On parle de résilience. Heureusement, on est un territoire de résilience. Vous savez, la montagne, oui, c'est un territoire de résilience. Comme je dis souvent, moi, je suis natif de Loisan. Mes ancêtres étaient colporteurs. J'étais un peu colporteur. Pourquoi on était colporteur? C'est qu'on n'avait pas les moyens de vivre toute l'année sur le territoire. Alors, il y avait un double avantage. Il y avait un avantage économique et puis aussi un avantage, j'allais dire, d'ouverture intellectuelle. Et je pense que ça a été important dans le développement, y compris de nos stations. C'est le fait que c'était des gens qui avaient vécu ailleurs, qui connaissaient l'ailleurs et qui pouvaient transmettre leurs idées sur leur territoire et comprendre un peu mieux les attentes de leurs concitoyens et puis aussi d'un public beaucoup plus large. Alors c'est vrai que ça a été un drame cet hiver pour la montagne. Voilà. C'est vrai. C'est vrai aussi qu'on avait mis en place entre DSF, les syndicats de moniteurs, les collectivités, nos associations, tous les dispositifs de protection contre ce virus. Mais la France, à l'inverse de la Suisse ou de l'Autriche, n'est pas un pays totalement alpin et des préoccupations d'ordre national l'ont emporté sur ce qui n'était pas un danger. Vu de notre côté, mais vu d'une lorgnette parisienne, ça pouvait représenter un danger. Alors maintenant que l'espoir pointe et l'optimisme est de nouveau de rigueur, voyons le bon côté des choses. Finalement, est-ce que cette crise, elle n'a pas été un élément fédérateur aussi pour le monde de la montagne et pour les liens qu'entretient ce monde de la montagne avec les plaines ? Si Christophe, c'est très juste. Nous, c'est vrai qu'à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, parmi nos clients, on compte des remontées mécaniques, des communes, supports de stations, des fournisseurs, des équipementiers qui tous participent finalement à cette économie de la montagne. Et il est vrai que cette crise a révélé l'interdépendance en fait de cette économie. Et face aux difficultés en apparence en station, face à l'arrêt brutal des remontées mécaniques, on s'est aperçu que les difficultés étaient autrement plus larges, autrement plus impactantes. Et effectivement, il y avait une nécessité de soutien. Et moi, je note une belle solidarité dans cette période. Quand on observe, ne serait-ce que les témoignages aujourd'hui, on ressent ce côté fédérateur et cette adhésion autour de vos valeurs. Donc c'est très enthousiasmant pour moi. Je noterais aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, c'est le côté fédérateur, accélérateur aussi, qu'a pu avoir cette crise. Beaucoup de transformations, beaucoup de réflexions ont été engagées par les acteurs de la montagne, dont vous faites partie en première ligne. Et on s'aperçoit que cette crise va aussi nous bousculer individuellement, collectivement, pour continuer de nous transformer. Se transformer face aux enjeux écologiques, face aux enjeux du numérique. En montagne, on parle souvent du parcours client, de l'expérience client, le parcours paiement, la diversification de l'offre. Enfin, les enjeux sont multiples et je crois aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous avez un collectif qui est suffisamment fort pour adresser et dessiner le monde de demain. Et puis cette crise, Monsieur le Président, elle a aussi souligné, renforcé peut-être la connaissance de cette interdépendance entre la montagne et la plaine. On a bien vu que ce n'étaient pas deux écosystèmes économiques séparés, que l'un était souvent dépendant de l'autre. Je pense à certaines vallées en Savoie, par exemple, qui ont beaucoup souffert de la fermeture des remontées mécaniques en altitude. Oui, ça c'est évident. De toute façon, on ne vit pas dans un nid d'aigle, même si ça représente parfois un nid d'aigle. Ce nid d'aigle, il faut l'alimenter, il est au service de tout le monde. Vous savez, moi, des fois, je rêve un peu. Stendhal disait que
dans Grenoble, au bout de chaque rue, il y avait une montagne. J'aimerais bien de temps en temps que la montagne soit un peu mieux reconnue dans Grenoble qu'elle ne l'est peut-être aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai le souvenir, étudiant, les cars Place de Verdun, tous alignés, qui nous emmenaient vers Champs-Rousse, vers les Deux Alpes, vers Loisan, vers le Vercors, etc., etc. Et je pense que c'est important. Il faut faire comprendre aussi à notre agglomération, à l'ensemble de nos vallées, que la montagne, c'est pas réservé qu'à quelques privilégiés. Certes, il faut de la montagne pour des privilégiés à tous les points de vue, que ce soit des points de vue sportifs, en termes d'élitisme, pour des points de vue économiques, on ne citera pas Courchevel au hasard, mais la montagne, c'est aussi c'est la Chartreuse, c'est le Vercors, c'est Beldonne, c'est Loisan, c'est toutes ces stations. Et puis c'est aussi des plaisirs faciles. Le ski de fond, ça coûte pas cher. La randonnée, ça coûte quasiment rien. Les raquettes, non plus pas grand-chose. En revanche, il faut bien faire attention à double point de vue. Notion de la sécurité pour soi-même, d'où l'apprentissage de la montagne. Et puis la sécurité pour la nature, c'est-à-dire qu'on ne doit pas la polluer, on doit être aussi respectueux de la nature. Mais c'est toute une notion d'apprentissage. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que la crise, elle peut peut-être nous permettre d'avancer sur ce sujet. Et on en revient aux questions d'environnement, une de ces grandes valeurs de nos territoires alpins. Frédéric Géromin, vous êtes directeur des remontées mécaniques de Champs-Rousse. Oui, tout à fait. Eh bien, précisément, vous devez connaître, et vous avez dû connaître, une forte affluence avec les déconfinements, la période post-Covid. Oui, bien sûr, d'autant plus. Lieu de balade idéal. Bien sûr, d'autant plus lié avec la proximité. Bien sûr. Donc, des difficultés. Des difficultés, comme le disait tout à l'heure Pierre. Une nécessité d'apprentissage. Mais aussi. Donc, il a fallu faire face à beaucoup de pédagogie. Et, comme le disait Pierre tout à l'heure, il a fallu faire aussi beaucoup de sensibilisation par rapport aux risques liés en montagne. Parce que c'est vrai qu'on a vu une typologie de clientèle complètement différente sur une partie de notre domaine. Et des citadins qui arrivaient en crocs sur des pistes enneigées, quoi. Donc, et en short. C'est original, hein. Oui. Mais c'est dangereux. C'est très dangereux. Voilà. Donc, il a fallu faire face à toute cette nouvelle clientèle, beaucoup de pédagogie, de sensibilisation. Bon, et puis aussi beaucoup de pédagogie et de sensibilisation pour l'environnement. Et on a beaucoup parlé chez vous du lac Achard. On pourrait parler des lacs Robert. Bien réinsister sur le fait qu'on entre dans des espaces naturels qui sont sensibles, qui sont protégés. Et oui, bien sûr. Puis on s'aperçoit comme quoi de plus en plus, les étés sont de plus en plus chauds et les gens ont besoin de plus en plus de fraîcheur et de s'évader. Donc aussi à nous de prendre conscience de cette demande, de ces attentes et de faire en sorte de pouvoir proposer et aménager nos différentes retenues multi-usages sur ces demandes de nouvelles clientèles. Et il faut effectivement le rappeler, le dire et le répéter. Cet été, comment ça se prépare, comment ça se présente? Pas mal de nouveautés, j'ai vu, pas mal de... Beaucoup de nouveautés sur la station et puis beaucoup de réservations. Déjà par rapport à la saison passée, on avait pas mal de réservations, mais alors là on est à plus 50 par rapport à N-1. Donc ce qui laisse envisager un vrai été, donc avec plein d'activités pour que les gens puissent venir se ressourcer et profiter pleinement de nos belles montagnes. Oui, ça nous donne l'occasion parce que pour les Grenoblois, Champs-Rousse, c'est une station de proximité, mais c'est aussi une station de résidence. Il y a quoi, 15 000 lits, Champs-Rousse? Oui, il y a 15 000 lits. Enfin bon, on va dire comme quoi sur les 15 000, il y en a 8 000 de chauds. Mais bon, il y a quand même 15 000 lits. 15 000, 8 000 lits touristiques, donc ça fait quand même du monde à accueillir tout à fait. Cet été. Merci en tout cas d'être venu porter la voix de Champs-Rousse, la station olympique dont on est très fier. Nous a également rejoint donc Bernard Hugon des remontées mécaniques de Châtel, mais bien au-delà, parce que vous êtes le président du domaine des Portes du Soleil. Oui, le président du GIE des Portes du Soleil, dont tous les exploitants. Alors on dit que c'est un des plus grands domaines du monde. C'est le. Ah oui. Non, oui, on est toujours Vous êtes nombreux à revendiquer cette... Voilà, mais on veut tous être le plus grand, le plus beau, le plus... C'est un endroit merveilleux. En franco-suisse, voilà, le plus grand franco-suisse. Voilà, on peut dire que c'est sur 2 pays vraiment le plus grand. Et c'est vrai que ça a été un double défi à relever cette année, puisque les Français étaient à l'arrêt et les Suisses avaient le droit de fonctionner. Donc avec un forfait commun à tous les clients, ça n'a pas été facile, mais on a une volonté de réussir et on a pu faire quelque chose d'assez intéressant.
Les Portes du Soleil, c'est quoi? Une douzaine de stations, hein, le rassemblement. 12 stations. 12 stations, Oui. hein, c'est ça, sur le Valais suisse et puis Il y en sur a 4 en Valais le suisse Val d'Abondance. et puis 8 en France. Comment est-ce que vous avez préparé l'été du coup? Ben, nous, on y croit aussi beaucoup, hein, comme les autres stations. On sait déjà que l'an dernier, l'été dernier, était le plus bel été qu'on avait fait. Cet été encore, je pense qu'on va battre des records. C'est vrai que tout le monde se mobilise. Les restaurateurs, depuis longtemps, n'ont pas pu travailler. Enfin, les terrasses et les restaurants s'ouvrent. Donc, tout le monde est prêt à réagir. Le domaine skiable, qui devient un domaine de VTT dans les Portes du Soleil très important, eh bien, aujourd'hui, nous avons la Passporte, qui est une grande course de cyclistes, course non chronométrée pour la détente, qui permet de partir donc de la station DG pour aller aux Portes du Soleil en passant par Avoria. Et tous ces clients représentent à peu près 8000 personnes là, qui sont là aujourd'hui et qui vont être là pendant tout le week-end et le week-end prochain. Est-ce que vous voyez, comme nous le disait Pierre Balme tout à l'heure, une nouvelle clientèle arriver, une clientèle qui ne connaissait pas forcément la montagne, qui est à convaincre, qui est à fidéliser? Oui, déjà on voit une clientèle qui est partie. C'était la clientèle anglaise. Avec le Brexit, ça a été un coup de semonce pour des stations comme Avoria et Morzine. Ça a été très difficile. Maintenant, on a aussi beaucoup de Français qui se sont rendus compte que dans leur pays, ils avaient les plus belles montagnes du monde. Et donc ils se disent, et pourquoi pas moi ? Et donc ils viennent, alors que depuis des années, que ce soit en Savoie, Haute-Savoie, en Isère et partout, hein, même dans les Pyrénées et l'Auvergne, c'est des montagnes, c'est des coins où il fait bon vivre et où on peut se rafraîchir et faire beaucoup d'activités, certainement plus que dans d'autres activités d'été qui sont un peu plus monotones. Voilà. Un mot quand même, parce que cet écosystème de la montagne et des remontées mécaniques, c'est aussi de l'investissement. Oui. Vous avez, vous, fait des investissements importants, je pense à Superchâtel, hein, et à ce nouveau télésiège. Franco-suisse. Franco-suisse, hein, c'est quoi, près de 8 millions d'euros d'investissement? Oui, il ne faut pas le dire trop fort parce que nos amis de Poma sont par là, mais on va se limiter à 7,5 millions. Non mais voilà. Dis donc, j'étais pas bien loin. Non, c'est très bien. C'est vrai que ce sont de lourds investissements. C'est vrai que ce n'est pas parce que l'exploitation a été en difficulté cette année que l'investissement s'arrête. Nos amis banquiers ont confiance en nous, croient en nous, et donc on peut développer. Et c'est vrai qu'on a des plans d'action sur Châtel et dans les Portes du Soleil, des plans d'investissement très importants, à coût de 7-8 millions en moyenne à chaque fois. Les plans d'investissement qu'il est important de maintenir, parce qu'on voit que c'est tout un écosystème derrière, hein, qui tient à ça. Et surtout, il faut qu'on facilite la vie de nos clients, qui puissent circuler de station en station et traverser les deux pays sans s'en rendre compte. Merci d'être venu témoigner sur notre plateau en tout cas, et merci de porter fièrement cette écusson d'ambassadeur des Alpes, Oui. comme nos autres invités, et notamment Philippe Sage, le maire d'Auze en Oisans. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Jeune maire d'Auze, hein, depuis Oui, tout à quelques fait. mois. Élu depuis le 5 janvier 2021, donc on peut effectivement dire jeune maire d'Auze. Félicitations monsieur le maire, également président de la société de développement de la commune, hein, la SAM d'Auze, et puis président également de la SPL Auze-Vaujany, hein, qui regroupe donc les remontées mécaniques des deux villages. Exactement, les remontées mécaniques des deux communes, la SPL Auze-Vaujany gère la totalité du territoire de ces deux communes-là. On est relié au grand domaine de l'Alpe d'Huez. Et voilà, on partage avec eux ce territoire exceptionnel qui se trouve sur les Grandes Rosses. Alors on évoquait les investissements à l'instant. Les investissements, vous en avez fait sans doute un très important, sans doute le plus important d'ailleurs dans les Alpes cet hiver. C'est cette fameuse télécabine de l'Odol Express. Alors effectivement, l'Odol Express, c'est un projet porté par un syndicat intercommunal, le CIPAVO, qui compose plusieurs communes et financé par la commune d'Almont, par l'aide de la région et du département, qui relie le domaine d'altitude. Donc c'est effectivement un ascenseur valéen, cœur de station, cœur de village. Et voilà, la commune d'Almont va profiter à plein de ce développement en termes de vallée, et bien évidemment la station d'Auze également, puisque nous pourrons accueillir les touristes depuis la vallée par un transport écologique et doux.
Ces ascenseurs valéens, il en est beaucoup question dans le monde des remontées mécaniques parce que c'est effectivement un développement très important potentiel. Il s'agit d'amener les touristes de la vallée jusqu'aux altitudes sans prendre la route. Et là aussi, on revient à la notion d'environnement et de paysage, de sauvegarde des paysages. Alors, c'est très important au niveau écologique, effectivement. C'est des outils d'avenir. C'est également pour la transition dont on parle tous. On sait qu'aujourd'hui, le modèle économique repose sur le ski. C'est important de le rappeler parce qu'il faut qu'on appuie ces éléments-là sur le ski pour pouvoir mieux rebondir et faire des propositions concrètes d'évolution de notre modèle économique. En attendant, les ascenseurs valéens vont nous permettre de pouvoir développer cette activité. Alors là, le vôtre, on laisse sa voiture en bas dans un vaste parking, couvert, gratuit, de 200 places, plus de 200 places. Et puis on monte d'Almont jusqu'à Eauze en quoi? En 8 minutes? Oui, en 8 minutes, effectivement. Donc c'est vraiment très agréable. Et les piétons, c'est gratuit pour les piétons. Ça va nous donner un territoire de VTT également qui va s'agrandir par ce biais-là. Donc c'est vraiment pour cette évolution multisaison un outil très important. Et puis c'est un sas qui permet de s'immerger finalement dans ce monde de la montagne. C'est en tout cas très, très agréable. L'été, quelle nouveauté alors du côté de Loisan? Plein de choses. Le VTT, alors nous en Loisan on a vraiment un territoire de vélo. Alors le VTT et le VTT électrique sont quand même des potentiels très importants sur cette diversité d'activités. On a également la chance d'avoir un plateau des lacs à 2100 mètres d'altitude. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre de développer des choses pour les familles et des activités qui viennent en complément justement des activités dont on a l'habitude. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner sur notre plateau. On change de massif, on va passer au Vercors avec Michael Kramer. Merci beaucoup d'être avec nous, maire de Lens en Vercors. Même question qu'à vos collègues. La période de confinement, de déconfinement a été intense chez vous à Lens parce que commune de proximité, station de proximité, il a fallu gérer un public qui n'a pas forcément l'habitude de venir vous voir. Pas du tout. En fait, on a eu un nouveau public parce qu'on était aussi dans le rayon des 1 km puis des 10 km. Donc on était vraiment le jardin, et un endroit hors cadre de la ville. Ça a été très difficile parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui étaient là sans connaître les codes de la montagne. Ça a été des problèmes en forêt puisque les gens se baladaient en forêt sans respecter les chemins. Donc ça posait des problématiques sur les travaux forestiers, ça pose des problèmes aussi sur les alpages, on en parlait, mais c'est de la divagation dans les troupeaux, donc une difficulté pour les bergers et pour les chiens de travailler sereinement. C'est des parkings qui ont été très saturés parce que paradoxalement, on offre un territoire gigantesque, mais les gens se sont concentrés là où il y avait des services, là où il y avait des parkings et des commodités. Donc même si le territoire aurait pu accueillir tout le monde, il s'est concentré sur peu de place. Mais alors on est quand même content de les recevoir, ces touristes. Ah ben oui, mais il faut les sensibiliser. C'est ça le défi. C'est ça, aujourd'hui, on peut pas refuser. On a un territoire d'accueil, le Vercors a toujours accueilli, quelles que soient les époques, quelles que soient les années. Et on est content de les recevoir, c'est des gens qui sont là et ça fait partie de notre ADN. Donc du coup, il faut qu'on leur explique comment la montagne elle fonctionne, que c'est pas que de la ruralité, qu'il y a des gens qui habitent, qu'il y a des gens qui travaillent. Et nos forêts, nos paysages, c'est nos moyens de vie en fait, c'est nos richesses. Donc du coup, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Mais je pense que les liens sont en train de se créer avec les agglomérations avoisinantes. Ça se passe aussi par le développement des ENS. On a un ENS sur la Molière qui était très prisé. Espace naturel sensible. Espace naturel sensible, pardon, qui était très prisé. Donc là, on va avoir un travail parce que même si c'est un espace naturel sensible, c'est un point d'attrait, mais il faut quand même rappeler aux gens qu'il est sensible. Il y a le mot sensible dans l'espace naturel. Et donc là, il y en a 2 autres qui sont en cours de développement, donc un qui est sur la commune de Lens avec les ramées, et puis un autre qui sera un peu moins accessible mais qui est aussi emblématique, c'est celui des falaises les falaises du Vercors, qui donnent sur le piémont du Vercors, effectivement des espaces naturels dans lesquels on doit éduquer, sensibiliser le public qui s'y rend. Cet été quand même, pas mal d'activités, les feux sont au vert. Oui, tout est au vert, on est là, tout est frais pour accueillir tout le monde. Voilà, enfin, dès aujourd'hui, on accueille déjà beaucoup. Les gens profitent des soirées très, très chaudes pour venir se rafraîchir et profiter des terrasses qui sont ouvertes sur le plateau, de profiter des magnifiques paysages. Donc voilà, tout est parfait et on espère que ça sera un mauvais souvenir sur ce qui vient de se passer et que on pourra sensibiliser les gens à la montagne et aux travaux de la montagne. Voilà revenu la saison du sourire. Merci beaucoup Michael Kramer d'avoir été avec nous pour évoquer ce monde économique de la montagne et du tourisme en montagne. Autre série
d'entreprise qu'on souhaite découvrir, c'est ce qu'on appelle les métiers support. Il n'y a pas d'entreprise sans métiers support, sans autres entreprises qui viennent les soutenir. Il faut savoir bien s'entourer, Elsa, quand on est chef d'entreprise. Oui, tout à fait. Nous, c'est un point clé que l'on note chez les dirigeants. On considère que c'est une des qualités premières attendues de savoir s'entourer et surtout savoir bien s'entourer. C'est en ça qu'on peut parler de métier support. Il y a un côté supporter de l'ensemble de ces entreprises qui sont dans l'environnement des dirigeants. Bien s'entourer, c'est important en interne, c'est important en externe. C'est vrai que c'est un point qu'on a tendance à oublier, mais je crois qu'à l'aune de la crise que l'on a traversée, que l'on traverse encore en partie, on prend conscience justement de cette interdépendance, de cette dépendance qui est la nôtre en tant qu'entreprise à tous nos fournisseurs, tous nos sous-traitants, nos conseils, nos experts comptables, nos banquiers aussi, nos avocats, nos notaires, etc. Et finalement, le dénominateur commun de l'ensemble de ces professions, de tous ces métiers supports que vous représentez à travers vos témoignages à venir, c'est une capacité à bien connaître son client, à bien connaître son tissu économique local et à savoir le conseiller, lui apporter des solutions sur mesure les plus adaptées. Donc le dénominateur commun, de mon point de vue, c'est le tiers de confiance. C'est un point qui me semble majeur. Eh bien, on va en parler. Vos témoignages, eh bien, c'est celui d'un assureur et d'un expert comptable. Philippe Machu est avec nous, Alliance. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour. Et Cyril Guilherme, qui est expert comptable. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Expert comptable à Mélan. L'entreprise a été créée en 60, enfin le cabinet a été créé en 79 par votre papa. Vous avez pris la suite. Un peu plus de 40 ans. C'est ça. Et vous êtes donc expert comptable, commissaire aux comptes. Ça va nous permettre d'ailleurs de faire la distinction entre les deux missions. Tiens. Effectivement, deux missions différentes mais complémentaires également. L'expert comptable qui accompagne son client au quotidien et la partie commissariat aux comptes qui est plus une mission légale et d'audit. Voilà, donc on a les deux casquettes et ça nous permet de répondre aux besoins de nos clients au quotidien. Avec deux bureaux, toujours, c'est ça, Mélan, Voiron, c'est toujours d'actualité ? Le bureau principal sur Mélan, effectivement un bureau secondaire sur Voiron et également un troisième sur Grenoble. Ça nous permet de rayonner du coup sur l'ensemble du département et plus largement sur l'ensemble de la région aussi. Bon, au total, ça fait quoi, une vingtaine de collaborateurs ? Effectivement, oui. Combien de dossiers clients ? 1 millier de dossiers clients ? Un petit peu moins, on doit être autour de 800. Un petit peu moins. C'est quoi votre rôle précisément ? On évoquait l'accompagnement au quotidien et l'accompagnement personnalisé. Expliquez-moi cette personnalisation. La personnalisation, elle vient également du fait que de l'antériorité du cabinet, nos 40 ans de présence sur le territoire nous permet de bien connaître les acteurs économiques locaux. Et donc effectivement, de par notre aspect général du conseil aux entreprises, mais aussi de toutes les spécialités que nous avons pu développer, notamment la principale dans le secteur de l'immobilier, nous permet effectivement de faire du sur-mesure avec nos clients. Bon, avec quand même quelques spécialités, alors les métiers de l'immobilier, les boulangeries. Également, oui, tout à fait, et une spécialité historique. Mais... les activités pétrolières. Oui, alors ça c'est vraiment, c'était la création dans l'ADN du cabinet. Mon père a eu la chance de participer un peu à la mise en place des activités pétrolières, notamment dans les hypermarchés. Et donc on a gardé ça pendant un certain temps. J'ai même fait mon mémoire d'expert comptable sur ce sujet, voilà. C'est assez étonnant chez nous, donc tout à fait. Même si c'est anecdotique, aujourd'hui ça a été quand même parmi les éléments accélérateurs pour la vie du cabinet. Exactement, oui. Merci. En tout cas, votre rôle d'ambassadeur, comment vous le définissez ? Un acteur est présent toujours pour répondre aux différentes sollicitations de notre président Christian Laval. C'est toujours un plaisir de partager ces moments. Voilà. J'ai voulu intégrer cette association pour les valeurs humaines au départ et puis je ne le regrette pas aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Philippe Machu, assureur Alliance. Alors bon, on connaît tous Alliance. On évoquait ce rôle d'accompagnement personnalisé. Expliquez-moi, quand on est assureur, à quel type de demande on doit répondre en fonction des entreprises qu'on a et des chefs d'entreprise qu'on a face à soi? Les demandes sont variées. La première des choses, je crois, c'est d'abord la présence et surtout l'écoute. Donc la présence, c'est en aller voir régulièrement nos chefs d'entreprise, nos commerçants. Nous avions décidé avec mon associé Olivier Monange de faire cette fameuse politique de l'escargot, c'est-à-dire qu'en étant dans le quartier de l'Étoile, on a commencé à rayonner petit à petit, en se faisant connaître, en nous faisant connaître.
Et petit à petit en ayant des commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise. Et quand je disais la présence, c'est en aller les voir régulièrement. C'est pas nous qui leur proposons ce que nous voulons leur vendre, c'est eux qui nous disent ce dont ils ont besoin. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes quand on est une entreprise des nouvelles technologies, quand on est une start-up ou quand on est un groupe déjà très installé, j'imagine. Absolument, c'est pour ça, l'écoute, tout simplement. Savoir écouter les gens et c'est eux qui nous trouvent les solutions. Nous, derrière, on a les produits qu'il faut, on leur propose et en règle générale, l'affaire se fait. C'est étonnant parce que, comme les experts comptables, vous êtes des professions auxquelles on ne pense pas spontanément quand on pense à la vie d'une entreprise et pourtant vous êtes et l'un et l'autre obligatoire dans toute vie de toute entreprise. J'aurais tendance à dire que, je le dis de manière un petit peu humoristique, mais on est un petit peu des sauveurs de vie. On sauve nos clients, c'est-à-dire que aussi bien l'expert comptable que l'assureur sont des gens qui sont des soutiens et des piliers pour les entreprises. Si nous n'étions pas là, l'entreprise ne pourrait pas vivre. L'expert comptable est là pour aider son client à tenir ses comptes et l'assureur est là pour sauver son client le jour où le malheur s'abat sur lui. Bien sûr, et c'est à ce moment-là qu'on en a le plus besoin. Et c'est là que l'on voit le savoir-faire et le service après-vente. Bien, mais votre rôle d'ambassadeur en un mot, comment est-ce que vous le vivez ? Mon rôle, alors moi je suis d'abord venu ici pour les questions humaines. J'ai trouvé ici une certaine fraternité, il y a une espèce de confrérie et je peux mettre à profit mon rôle de bout en train, qui me va très bien. Eh bien, on va voir ça, on va juger dans un instant. Merci beaucoup, merci Philippe Machu. Nous en rejoint également Chantal Trocaz, bonjour. Pas du tout. Sophie Bourgarel. Ah, Sophie Bourgarel. Alors, on a un peu d'avance. On est sur le plateau suivant. Pardon, Sophie. Merci en tout cas, messieurs, de nous avoir rejoints. On va effectivement évoquer la distribution et le commerce, qui sont parmi cet écosystème des entreprises essentielles. J'attendais Igor. Voilà, Igor Stamboulian. Voilà, je m'y retrouve. Yannick Perrin, que je reconnais. Et Sophie Bourgarel, mille excuses. Pas de souci. Et j'ai mes enfants qui sont venus avec moi. Et vous êtes avec leur renfort. Très bien. Et alors, comment s'appellent les enfants? Tendez-leur le micro. Lou. Charlie. Lou et Charlie. Eh bien, bienvenue sur notre plateau. J'espère qu'on ne va pas voir que vos têtes. Poussez un peu sur la pointe des pieds. Voilà, super. Là, on vous voit bien. Qui défendent l'équipe de France. Ah bah, ouais, non, là, on ne le voit pas du tout. Falloir monter sur la table. C'est pour l'euro, effectivement. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour évoquer ce monde de la distribution, du commerce. C'est aussi un peu le monde de la banque, finalement. Oui, tout à fait. Finalement, les métiers de la distribution, du commerce sont intimement liés aux métiers qu'on peut retrouver dans le secteur bancaire. C'est le monde du retail. Finalement, on a un peu les mêmes enjeux tous de digitalisation, des attentes clients qui évoluent significativement, auxquels on doit s'adapter, on doit même les anticiper. Je dirais que c'est notre rôle. On observe effectivement, paradoxalement, d'un côté, une attente très forte vers la digitalisation, le e-commerce, et on voit que l'ensemble des acteurs évoluent en ce sens, se transforment pour répondre à ces attentes. Et d'un autre côté, on observe quand même depuis quelques années, et encore plus depuis la crise que l'on traverse, c'est un besoin aussi de proximité, paradoxalement. Et finalement, c'est très complémentaire. Le digital, la proximité. Nous sommes désormais dans une approche totalement omnicanale, totalement complémentaire. Et ce besoin de proximité, il fait aussi écho à des besoins, à des enjeux environnementaux, à des enjeux de responsabilité sociétale des entreprises qui sont extrêmement forts et que l'on retrouve dans les métiers de la distribution. Yannick Perrin, Promocash. Gérant depuis 1 an et demi, pas encore 2 ans, pas tout à fait 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi, je ne sais plus compter. Bon, depuis 2 ans et demi, donc, Promocash, tout le monde connaît l'enseigne, un grossiste de proximité, essentiellement ouvert au monde de la restauration, aux associations. La réouverture des terrasses a été un soulagement en mai dernier. Ça a été un vrai soulagement, ça a été une vraie épreuve aussi. Parce que ça s'est réouvert dans la douleur dans tous les sens du terme, en termes d'approvisionnement, en termes de tout ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on passe de pas grand-chose à énormément. Et tout doit suivre, quoi.
Nous, on doit suivre en rayon, les clients doivent suivre chez eux. Mais c'est un vrai soulagement quand Bien même. sûr, avant Oui, tout à cela, fait. quand même, il y a eu quasiment un an ininterrompu de chômage partiel pour vos équipes. Hein. Oui, beaucoup de chômage partiel. Néanmoins, on a maintenu un service minimum. On a été ouvert pendant toute la durée de cette crise, qui n'est pas terminée, hein, mais on a été ouvert en assurant plus que le minimum avec une amplitude horaire maintenue pour accueillir nos clients et en essayant tant bien que mal d'avoir la totalité des produits en magasin. Voilà. Mais ça n'a pas été simple tous les jours. Bon, en tout cas, quand vous êtes arrivé à Grenoble, il y a 2 ans et demi, du coup, vous avez... le magasin a littéralement changé. Hein. Il y a eu un relookage du magasin. Oui, tout à fait, vous avez revisité la gamme. Oui, moi j'ai repris l'entreprise en janvier 2019 avec bien entendu l'aide du franchiseur, parce que je rappelle qu'on est un réseau d'indépendants. Promocash est une enseigne nationale, mais néanmoins il y a 150 entreprises indépendantes qui font vivre ce réseau. Et avec l'aide du franchiseur, on a mis énormément de travaux dedans. On a revisité l'assortiment, le sens de circulation. On a changé bien entendu les groupes froids. On est passé sur une production de froid avec des fluides qui étaient un peu interdits, ou en tout cas qui sont déconseillés à une production de froid au CO2. Donc on a revisité le magasin pour faire de Promocash Grenoble un magasin qui colle à la ville avec son étiquette ou en tout cas son orientation un petit peu écologiste. On a mis en place un service de proximité au niveau de nos clients. Enfin voilà, on est un véritable acteur de centre-ville, on est un grossiste de proximité. Voilà, vraiment c'est tel que je me le définis. Ouais. Et aujourd'hui, vous portez la casquette d'ambassadeur des Alpes. Une des valeurs, c'est effectivement les produits du terroir, les produits locaux. Et je crois savoir que vous avez insisté pour, au sein du magasin, proposer les produits d'Alpizir. Oui, tout à fait. On développe une gamme locale, circuit court. Je suis constamment à la recherche de partenaires locaux en termes de produits. Que ce soit en épicerie, dans les vins, dans le fruit et légumes. C'est un peu plus compliqué au niveau de la marée et de la boucherie parce que y a des normes sanitaires qui vont avec, mais on est constamment à la recherche effectivement de faire vivre le local. Je ne peux pas demander à mes clients de privilégier un partenaire local si moi de mon côté j'ai pas la même démarche, quoi. Voilà, ça me paraît essentiel. Alors on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas c'est une volonté de tous les jours. C'est cette fameuse chaîne des ambassadeurs aussi que les ambassadeurs promeuvent également. Merci d'avoir été avec nous, Yannick Perrin. Sophie Bourgarel, quand on évoque le commerce de proximité, évidemment, le nom du magasin fait écho à beaucoup de générations. C'est votre papa qui avait créé les magasins Bourgarel, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez repris. Aujourd'hui, il y a combien de magasins? Alors, on n'a qu'un magasin. Celui de la place de l'Étoile. C'est ça. Qui est le magasin historique. Hein? Oui, c'est le 2e Optique 2000 de France. C'est ça, Optique 2000. Donc votre papa, c'est Claude qui avait créé ce magasin. Comment est-ce que vous avez vécu cette année de crise qui évidemment a été très particulière pour tous les commerçants? Alors on a été un peu privilégiés parce qu'on a tout de suite été un commerce essentiel. Ouais. Donc on a pu ouvrir. Par contre, c'était un peu compliqué pour que les salariés viennent au magasin parce qu'ils étaient quand même un peu terrifiés. Ouais. Et puis les gens ne venaient pas. Est-ce que les clients venaient? C'est ça le... Alors pas au premier confinement. Donc en fait, on ouvrait uniquement mon frère et moi. Donc c'était un peu bizarre d'être 2 dans ce grand magasin. On ne venait que 2 jours par semaine. On faisait que du service en fait. On faisait beaucoup de réparations de lunettes pour les infirmières, les médecins. On avait aussi beaucoup d'enfants qui avaient besoin d'être équipés en lunettes parce qu'avec le télétravail ou les devoirs à la maison, les gens avaient vraiment besoin d'être équipés. Les yeux ont été très très importants et très sollicités pendant cette période. Donc on a été au rendez-vous, mais c'était un peu angoissant. On savait pas, on avait des blouses, des gants, on était tout cachés. 2 dans ce grand magasin où vous êtes habituellement une vraie fourmilière. Hein? Je ne vous ai pas compris, pardon. Je dis 2 dans ce grand magasin dans lequel vous êtes habituellement une vraie fourmilière. Oui, on est 18. Oui. Donc là, il n'y avait plus de services administratifs, plus d'ateliers. On était que 2. Bon, alors, ça y est, maintenant, je disais, c'est la saison du sourire qui revient. Hein, les choses ont repris. Dans beaucoup de domaines d'activité, on nous a fait part de problèmes d'approvisionnement. Est-ce que votre secteur d'activité est aussi confronté à ce problème-là? Alors, on a été très peu touchés.
C'est vrai que nous, on a donc les verres et les montures. Sur tout ce qui était verre, on n'a aucun problème d'approvisionnement. Les montures, on a à peu près ce qu'il faut. C'est plus les designers, en fait, et sur les nouvelles collections, ça a été un petit peu plus compliqué, parce que je crois que tout ce qui était un peu marketing, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais c'est un peu les premières choses que tout le monde a arrêté de travailler. Donc le marketing a tout de suite été stoppé pour faire vraiment de l'essentiel et de la fabrication de produits. Mais du coup, voilà, les designers et les collections ont été un peu mis de côté et on manque un peu de nouveau. Mais sinon, non, on a très peu de soucis là-dessus. On est un peu privilégiés, je crois. Profitons-en et croisons les doigts. Ambassadrice des Alpes, alors vous êtes magasin Place de l'Étoile, au cœur de la descente des alpages. J'imagine que le lien était évident. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que la descente des alpages, qui n'est pas tout à fait la même chose que les ambassadeurs, on est effectivement dedans. Moi, je m'occupe beaucoup de l'animation de la Place de l'Étoile. Et ambassadeur, c'était pour faire de belles rencontres. Je crois que les rencontres sont très riches. Il y a beaucoup de valeurs qui sont communes aux valeurs qu'on transmet nous aussi dans notre magasin. Donc, le rendez-vous a été évident. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On continue à parler de commerce et distribution avec Igor Stamboulian. Bonjour Igor. Une enseigne que tout le monde connaît bien aussi à Grenoble, Coffee, comptoir France-Italie. Une histoire qui date de 1972. C'est le papa qui a créé l'entreprise. Une entreprise qui propose des produits italiens, c'est aussi simple que ça. Et il y a toujours que les formules les plus simples qui sont les meilleures. Oui, alors on ne s'éloigne pas, tu as raison. Et en fait, on est de l'autre côté des Alpes. Alors pour les alpages, c'est pas mal non plus. Et depuis 1972, on s'occupe des produits alimentaires, de distribuer les produits alimentaires sur la région Rhône-Alpes. On a eu une année difficile comme tout le monde. Avec une chance, c'est qu'on a la double casquette professionnel et particulier. C'est-à-dire que le volume d'affaires qu'on a eu en moins sur les professionnels, en particulier les restaurateurs, on l'a eu en plus avec nos propres magasins, où là on a eu une demande très importante et les gens qui ne pouvaient pas aller dans les restaurants ont eu une propension à se faire plaisir de manière un peu plus importante avec justement les courses qu'ils faisaient dans les magasins. Donc on peut dire qu'on a souffert d'un point de vue humain, mais d'un point de vue professionnel, on s'en est plutôt bien sorti. On a pu compter sur nos équipes et je les salue parce que les vendeuses, les vendeurs dans les magasins ont été vraiment au premier rang et c'est eux qui ont souffert le plus. Mais voilà, on continue, on espère que la crise est derrière nous et on continue à se faire du bien aux travailleurs. Bon Igor, parlez-nous un peu de cette entreprise là qui ne cesse de grandir. On en est à combien de magasins? Parce que le magasin historique, c'est celui de Saint-Martin-d'Air, mais il y en a eu bien d'autres depuis. Alors on en est à 5. Là on est à Chambéry, à Lyon, et puis à Saint-Égrève et au centre-ville de Grenoble aussi depuis toujours. Et puis on cherche à s'épandre, s'il y a des opportunités à saisir, si quelqu'un veut venir me voir, pourquoi pas, en restant sur la région Rhône-Alpes. Voilà, on est toujours en train de chercher à s'étendre. Ouais. Bon, c'est une bonne nouvelle. Le premier magasin grand public, c'était 81, parce qu'avant c'était pour les professionnels, c'était un peu plus anecdotique, j'ai envie de dire. C'était le début de l'entreprise. 81, c'est le grand public. À Saint-Martin-d'Air, pour l'anecdote, papa vendait des pâtes en vrac finalement au début. Exactement. Maintenant, on en est à combien de références? Alors, on a à peu près 2000 références. Mais tout à fait, sur l'historique, bravo Christophe, c'était tout à fait ça. Parce qu'il a commencé en voyant notre ami Mastro Mauro qui est à Corato, qui vendait les pâtes à l'usine. Et il s'est dit, tiens, je vais faire la même chose, je vais les vendre au détail. Et c'est comme ça que ça a commencé, tout à fait. Très belle aventure. On a toute la gamme des produits d'Italie. Et qui viennent de toutes les régions d'Italie. Tout à fait, en direct des zones de production, parce qu'on travaille avec les producteurs. Donc mon père, mes parents, parce que ma maman aussi était dans l'affaire avec mon papa, ils ont commencé tous les deux et ils ont commencé avec les fournisseurs avec lesquels je continue de travailler pour les plus importants, avec les enfants. Donc ça fait 50 ans qu'on se connaît, à peu près. Bon, et ambassadeur des Alpes, évidemment, vous l'avez dit, c'était évidemment logique puisque vous êtes le trait d'union transalpin finalement avec l'Italie. Bon, moi j'ai une petite revendication quand même, pas beaucoup de produits du Val d'Ost. Non, mais on peut y aller quand tu le veux. Ah, ça, il faut que je vous fasse visiter quelques adresses. Il y a des belles balades en plus à faire en moto et il y a des beaux restaurants, des jolis coins à visiter, tout à fait. Bon, merci Igor d'avoir été avec nous en tout cas. Nouveau témoignage, celui de Jérôme Bouilloux. Bonjour Jérôme. Bonjour Christophe. Content de vous revoir. Vous étiez venu nous voir sur le plateau en 2018, je crois.
C'est ça. Pour parler de vos jardins de Saint-Quentin. Une belle exploitation, hein, 26 hectares. Quand vous l'avez reprise, une reprise familiale, c'était quoi, 2 hectares, je crois? Au début, oui, installé à Sassenage sur 2 hectares et puis développé petit à petit pour satisfaire la consommation, les consommateurs de plus en plus demandeurs de produits locaux. Bon, comment ça s'est passé ce confinement? Vous avez fait le plein de clients. On me dit que vous avez explosé en travail à accomplir. Oui, c'est vrai, ouais. On a eu énormément de demandes. On a eu de la chance d'avoir une équipe qui tenait la route et qui a continué à travailler, à vouloir aller au marché, à produire. Et puis on a eu aussi la chance d'avoir une année 2020 avec un climat exceptionnel, donc qui nous a permis, nous qui vendons que nos produits, d'arriver à produire énormément. Donc le climat plus la conjoncture liée, vous savez qu'on a fait une année assez exceptionnelle et on a pris énormément de clientèle, oui. Bon, moi j'aime bien les chiffres, hein. Quand on s'était vu il y a 3-4 ans, c'était 400 tonnes produits chaque année. Du coup là, vous avez fait combien alors? On a fait à peu près 40% en plus, ouais, 30 à 40%. Mais aussi dû au climat. Bien sûr, aussi dû au climat. Mais ça veut dire que les équipes ont été renforcées. Vous êtes combien maintenant? Une vingtaine de personnes toujours? Oui, on est au minimum une vingtaine. En ce moment, on est 25. Et oui, avec une équipe qui tient la route, des gens qui ont toujours accepté de travailler, de faire beaucoup d'heures, notamment aussi ceux qui étaient au marché. Au début, on ne savait pas trop s'il fallait y aller ou pas, d'être en contact. Et je tiens aussi à les remercier ici. Ouais. Oui, parce qu'on est là sur la question du commerce et de la distribution. Et vous, dès le départ, vous avez voulu maintenir les marchés de proximité et les magasins de producteurs, en fait. C'était vos 2 principaux circuits de distribution, c'est ça? Oui, oui, oui. Et on a eu de la chance que tout puisse rester ouvert. Donc, on a pu écouler notre production. Merci beaucoup. En tout cas, votre rôle d'ambassadeur quand même, parce qu'on est ici chez le frère, hein, c'est ça, hein? C'est ça, chez le frère, ouais. futur ambassadeur. C'est lui qui... Ah, futur ambassadeur. Je croyais que c'est lui qui vous avait embauché. Merci beaucoup, merci infiniment d'être venu nous rejoindre. Christian nous rejoint. Christian Laval va nous présenter nos derniers invités. On est toujours ici au Vieux Moulin pour cette émission spéciale consacrée aux ambassadeurs des Alpes avec Jean-Marc Lizaud et Eric Pessarossi. Merci de nous avoir rejoints. Eric, on s'était rencontrés il y a combien de temps? Rappelez-moi. Ouais, je pense que... 3 ans? Ouais, un petit 3 ans, peut-être pas, même 2 ans et demi, 3 ans. Sepia Signalétique, on avait évoqué cette impression 3D, cette communication visuelle hors norme. Comment ça se passe depuis? Alors, Sepia, effectivement, c'était l'impression 3D, mais c'est pas que ça non plus. C'est avant tout le métier de la signalétique, du marketing visuel. Donc, au niveau signalétique, cette période a été relativement... a été un petit peu bizarre, parce qu'on a dû s'adapter, effectivement, très rapidement. Et notre chance, c'est qu'on a énormément diversifié notre activité, parce que la signalétique, ça peut être le BTP, ça peut être les collectivités locales, ça peut être également des artisans, mais ça peut être de la publicité pour certains événements. Alors la partie événementielle, effectivement, elle était complètement à l'arrêt, mais les entreprises ont continué à travailler. Donc les commandes, le téléphone a continué à sonner, on a réussi à tirer notre épingle du jeu. Bon, c'est une bonne nouvelle. L'adaptation, il faut dire que vous avez l'habitude. Au tout départ, l'entreprise, c'était la création de panneaux routiers, c'est ça, hein? Et vous avez effectivement... Ça, on en avait parlé, le métier historique et la signalisation routière. Et après, rapidement, on a évolué parce que les investissements industriels ont fait que nous avions la possibilité d'imprimer des panneaux de communication visuelle, de la signalétique pour les entreprises et des enseignes. Donc effectivement, on est aujourd'hui, comme la signalisation routière est un métier un petit peu compliqué, qui est lié aux dotations de l'État et qui est plutôt en décroissance qu'en augmentation. Donc on a développé cette activité d'enseigne de signalétique. Qui permet d'ailleurs qui voit plutôt pointer de nouveaux métiers, des métiers très spécialisés, des métiers qui n'existaient pas il y a 3, 4, 5 ans. C'est là que, effectivement, vous parliez d'impression 3D. Donc, il y a quelques années, 2 ans, alors juste avant cette période de Covid, on a investi dans une machine d'impression 3D très grand format. Donc, faite pour la promotion des marques et des événements.
Donc on a commencé à faire des beaux projets. Effectivement, ça a été stoppé avec le Covid. Bon, ça va redémarrer. C'était une machine, rafraîchissez-moi la mémoire, c'était une des plus rares en France. Hein, oui, c'est ça, ça l'est toujours. Il y a 2 machines en France aujourd'hui. Et je vais revenir sur la période Covid parce qu'effectivement, elle était à l'arrêt. Et c'est là que le réseau des alpages et des ambassadeurs ont pris toute leur valeur, puisqu'on a commencé au premier confinement à s'appeler, à discuter entre nous, à voir comment on pouvait faire évoluer un petit peu la situation. Et c'était vraiment l'époque où on était dans le dur, où les infirmiers, les infirmières et infirmiers avaient besoin de visières, parce qu'on n'avait pas encore des masques sur le territoire. Et du coup, on a complètement, en fait, on a adapté notre outil industriel pour fabriquer des visières. Donc là, on était en relation avec le CHU, bien sûr. Et on est parti, après 3 semaines d'arrêt au premier Covid, on a fabriqué énormément de visières. Et Christian Laval, qui est parmi nous, fait partie de ces gens avec qui nous avons parlé de tout ça au tout début. Et puis on a dit, allez, il faut y aller, il faut se battre, on va y arriver, on va rebondir. Et on a rebondi. Et puis donc on a contourné un petit peu l'outil industriel pour fabriquer des visières. Exceptionnel. Quand on parle de résilience, voilà un nouvel exemple. On fait de la publicité, de la communication visuelle et on finit par faire des visières pour pouvoir maintenir l'entreprise. Moi, je trouve que c'est formidable. Félicitations. Je trouve que c'est exemplaire. C'est exemplaire. Merci de votre témoignage. Jean-Marc Lizaud pour UFP, merci de nous avoir rejoints. Alors là, il va falloir être pédagogue et m'expliquer votre métier parce que vous êtes dans l'usinage plastique. Oui. Et moi, pardon, il va falloir être visuel. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'usinage plastique, c'est on va transformer la matière plastique en fraisage, en tournage, comme un mécanicien en vérité. Par contre, nous, c'est uniquement du plastique. Donc, on est capable de l'assembler, de le coller. Donc, on est capable de faire des choses assez intéressantes, nous aussi. Hein, cher Christophe. Et on se débrouille pas mal. Voilà. Donc, nous, on va travailler sur des milieux assez diversifiés, notamment l'aéronautique. Alors, c'était un de nos gros problèmes avec le Covid, puisque ce chiffre d'affaires-là a quasiment pas disparu, mais a franchement bien atterri, on va dire. Donc ça a été une période un peu compliquée, mais comme nous tous, enfin comme tout le monde, je pense que le Covid a été quand même une période difficile. Il a fallu se remettre en question, trouver d'autres clients. Alors, il y a eu des solutions, effectivement, pour 2-3 petites choses, mais d'une façon générale, on a essayé, nous, de renforcer nos activités sur les secteurs qui étaient très porteurs, notamment Becton Dickinson. C'était la seringue, je vous cache pas. Vous avez fait des seringues à la place de faire quoi alors pour pas des seringues, nous on va faire l'usinage de pièces en plastique si vous voulez pour transporter les seringues. Voilà. Donc ça par contre on travaille énormément pour ces gens-là et effectivement ça a été un marché très très porteur. Donc l'un dans l'autre on a quand même réussi à s'en sortir dans des conditions particulières, certes, mais on y est arrivé. Voilà. Pour que je puisse imaginer le poids de cette entreprise, vous avez combien de collaborateurs avec 33 vous? personnes. 33 personnes. Ah oui. 33 personnes. Donc après, oui, effectivement, ça commence déjà à être une entreprise sympathique. Alors on est effectivement dans la zone du Versou, donc on connaît bien ce lieu magnifique où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Pas très loin. Voilà. On connaît évidemment énormément de gens et ça c'est très bien. On est un peu les locales de l'étape. Et puis Christian nous a fait réunir il y a 3 ans maintenant à peu près. Donc on a pris cette opportunité de travailler ensemble, mais que dans le plaisir. C'est ça qui est magnifique. Bon, et alors ce rôle d'ambassadeur, comment vous vous en sortez? Pardon? Est-ce que vous bossez beaucoup sur ce rôle d'ambassadeur des Alpes? Moi je communique toujours quand ça se passe bien. Donc voilà. vous pouvez me faire confiance, je suis vraiment... Donc c'est reparti là. Là c'est parfait. Donc là à partir de ce moment-là, je suis peut-être le meilleur vendeur d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc Lizaud d'avoir été avec nous. Allez, on va enchaîner avec nos derniers témoignages de la journée. Ils sont innombrables, plus d'une centaine de ces ambassadeurs des Alpes qu'on découvre ici. Sébastien Mittelberger m'a rejoint, Jérôme Riff également. Merci à vous d'être avec nous, Jérôme Riff, directeur général, nouveau directeur général, octobre 2020, c'est pas si ancien que ça, d'Alpexpo. Alors octobre c'est très récent mais à la fois c'est aussi très très loin. Surtout dans ces conditions. J'ai l'impression d'être là depuis plusieurs années. Alors, la première chose que je voudrais dire c'est déjà de remercier Christian de m'avoir fait l'honneur de m'inviter, de participer à cette belle journée. Il y a du monde, il y a du beau monde et ça me fait très plaisir d'être là.
Ça me fait très plaisir d'être là parce que pour Alpexpo, ça permet d'avoir un joli coup de projecteur. On a eu 18 mois extrêmement difficiles parce qu'on a été les premiers à fermer et finalement on est les derniers à ouvrir. Pas forcément très bien aidés ou suffisamment aidés. Compliqué au niveau du moral des troupes. Et aujourd'hui, il faut reprendre le bâton et il faut repartir. Donc là, on a des choses qui se remettent en place. Les devis rentrent, le téléphone sonne, les gens nous ouvrent leurs portes. Donc on a quand même beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute. Et puis on a également beaucoup de projets. On a envie de faire beaucoup de choses et probablement de faire des choses différentes. Des choses qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir. Attendez, si vous me Alpexpo. dites ça, vous croyez bien que je vais vous couper la parole et que je vais vous demander lesquelles? Eh bien, on voudrait faire de l'événement sportif, on voudrait faire... on a fait pas plus tard que mercredi ou jeudi dernier, on a fait les castings de The Voice et on est ravis parce qu'il y a pas mal d'enfants qui vont monter à Paris. Donc maintenant, il faudrait que ça passe le step 2. Et je trouve que c'est joli parce qu'on a une mission, bien entendu, économique. On a une mission d'attrait touristique, on a une mission aussi culturelle. Donc il faut être avec le summum, avec nos foires, nos salons. On doit être au service de Grenoble, on doit être au service du département, on doit être au service de la région. Et en tout cas, moi, je prends la tâche bien à cœur. Mission délicate parce qu'effectivement, il faut relancer la machine. Mission délicate aussi parce que le travail qui vous a été demandé, c'est d'investir sur cet outil qui est Alpexpo, le Summum, Alpe Congrès. Alors, c'est pas moi tout seul qui vais investir. Heureusement, on a les collectivités locales qui sont là, qui sont présentes. Il va y avoir effectivement un gros investissement qui va être porté majoritairement par la région et par la métropole. Et cet investissement... On parle de quoi, 30 millions d'euros, c'est ça? C'est ça. 29 pour être exact, si on ne déborde pas, qui vont être portés principalement et dans un premier temps sur Alpe Congrès. On va refaire un centre de congrès qui sera vraiment dans les règles de l'art de ce que l'on attend aujourd'hui. Et puis après, il y aura beaucoup de choses qui vont également être dispersées sur les différents autres équipements. Mais on a vraiment à cœur d'avoir et à la fois un outil qui va nous permettre de commercialement mieux travailler et en même temps d'avoir un outil qui sera, je l'espère, aussi un élément signature de la ville de Grenoble. Parce que Grenoble Sud, c'est pas simple, mais c'est pas parce que c'est pas simple qu'il faut s'en désintéresser. Et là, je suis ravi de voir qu'il y a de l'intérêt. Oh, puis là, on parle des Alpes, on parle de la montagne. Il y a quand même à Alpexpo ce moment devenu incontournable qui est le salon Mountain Planet, qui aura lieu en 2022. Qui aura lieu en 2022, du 26 au 28 mars, avec tous les aménageurs de la montagne. Donc ce sera vraiment réellement le premier salon où j'espère que les gens vont pouvoir revenir passer des commandes et les fournisseurs recevoir des commandes. C'est très important. C'est important pour Grenoble, c'est important pour l'industrie, c'est important pour le développement régional. Donc ce salon, on y travaille depuis, je dirais depuis 3 ans, puisque l'édition 2020, elle a malheureusement dû être annulée un mois avant l'événement. Et puis pour 2022, on travaille sur des choses intéressantes dans Alpexpo et hors Alpexpo. Donc je ne vais pas vous tout dévoiler maintenant, mais on a envie de faire de ce moment une grande fête pour les visiteurs. Et on espère surtout que les visiteurs internationaux seront aussi au rendez-vous. Ça ne va pas être simple parce que Covid oblige, mais bon, on peut espérer que les choses évoluent dans le bon sens et qu'on ait beaucoup d'attrait et qu'on ait beaucoup de business, parce que c'est un lieu de business, et que la montagne puisse redémarrer. Bon, ça, ce sera 2022. Quels seront les tout premiers événements dans lesquels les Grenoblois pourront aller là à Alpexpo? Alors, on ne va pas parler de 2022, on va parler de 2021. Même Ce qui me plairait, mais ce n'est pas encore gagné, c'est de pouvoir organiser un premier concert dès le mois de septembre. Mais on est encore sous astreinte des décrets, de savoir également comment on peut l'organiser. On va avoir en partenariat avec le Dauphiné Libéré, le salon de l'immobilier qui aura lieu au mois de septembre. Ensuite, il y aura la foire. Donc la foire, c'est important. Et cette année, la foire, on va mettre à l'honneur le territoire avec Isir, la marque alimentaire du territoire. Et puis, on aura une animation qui, dans la suite de l'animation dinosaure, on va parler de la préhistoire. Donc, on espère qu'on aura plus de 142 000 personnes qui viendront, malgré le Covid, malgré ceci, malgré cela. Il faut que ça sera en septembre ou octobre, ça, octobre. Ce sera octobre. Bon. On est très positif. On va rester. Et on est très optimiste et enthousiaste, en tout cas, pour bien fonctionner. Merci en tout cas d'être venu nous parler d'Alpexpo et de votre mission au sein de la halle d'exposition de Grenoble. Sébastien Mittelberger, on va terminer cette série d'entretiens avec vous. Les éditions SMAP, le MAP,
Vous n'en avez même pas un exemplaire sous la main, mais c'est pas possible, je vous reconnais pas. C'est vrai, j'aurais dû prévoir effectivement d'en mettre un juste devant moi. Éditeur et fondateur donc de ces éditions, je pourrais aussi parler du magazine Inside Grenoble, hein, puisque c'est vous désormais qui pilotez. Bon, alors on ne le voit pas, mais parlez-nous de ce map. Tout d'abord, je voulais remercier Christian Laval pour cette invitation parce que c'est la preuve, et là je m'inscris totalement dans la démarche de Jérôme, c'est encore une fois la preuve du dynamisme de ce territoire, puisque là le monde économique est réuni. Un certain nombre de personnalités politiques nous ont fait l'amitié également d'être là aujourd'hui. Le MAP, donc créé l'année dernière, qui se veut être un magazine de décryptage de la vie politique sur le territoire métropolitain. Écoutez, ça fonctionne. Alors un trimestriel, hein, alors, c'est ça. Trimestriel, papier et digital, puisqu'on a plusieurs canaux de diffusion. L'accueil a été immédiat, au-delà de mes espérances. Aujourd'hui, c'est toujours extrêmement prétentieux, vaniteux de dire que ça fonctionne, mais oui, ça fonctionne. Alors, Inside, c'est un rachat. C'était une opportunité que j'ai saisie l'année dernière, au mois d'avril, en plein Covid, dans une période qui était extrêmement compliquée. Mais finalement, ce magazine qu'on a transformé avec une baseline, Inside, le magazine des Grenoblois, c'est une vraie réalité, puisqu'on a essayé, comme le fait d'ailleurs Christian Laval avec les ambassadeurs des Alpes, à créer une opportunité à partir d'une crise inédite. Enfin, tout a été dit sur cette crise. Aujourd'hui, c'est une opportunité extraordinaire qui nous permet, sinon de nous réinventer, au moins de rebondir en permanence, que ce soit via le tissu économique ou via même l'impulsion et la volonté politique. C'est extraordinaire. Et donc, les médias, et puisque vous m'interrogez les nôtres, permettent de véhiculer tout ce dynamisme au travers également de notre troisième publication qu'on a créée cette année qui s'appelle La Quinzaine, qui est un journal digital, alors j'aime à dire pertinent et impertinent parce qu'il a une tonalité. Alors, qui fait un peu le buzz quand il sort quand même. Merci, je fais un peu le buzz parce que voilà, il y a des éditos qui sont virulents, mais il a trouvé sa place en assez peu de temps et tout ça démontre que ce territoire permet en permanence aux médias, aux entreprises, aux institutions comme les vôtres de faire. Et ça, c'est absolument formidable. Et on en revient toujours autour de ce territoire. Et là, effectivement, l'édition et la presse est un accélérateur d'idées, parfois un peu, même si on est la petite puce qui vient gratter un petit peu, mais c'est bien. Oui, alors, le piège, c'est la tiédeur. Là, il n'y a rien à craindre. Là, il n'y en a pas. Il n'osait pas le dire, je le dis moi. Là, il n'y en a pas. On a toujours la possibilité, quand on anime des médias, de glisser sur une opinion, qu'elle soit à gauche ou à droite. Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est la passion que génèrent tous ces gens qui font la politique et qui la font plutôt bien d'ailleurs. Hein. Je sais qu'ils sont souvent critiqués, c'est très à la mode, mais et donc on peut se permettre, oui, d'être un peu piquant, d'être un peu, à défaut d'être pertinent, en tout cas impertinent, sans jamais franchir les limites. Allez, à découvrir dans le MAP et La Quinzaine. C'est aussi digital, donc c'est aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet. Absolument. Vous trouverez ça très facilement. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous. Ce territoire, on tourne autour et on a bien compris aujourd'hui les valeurs, Christian, qui animent ce territoire et que vous avez voulu porter et défendre avec ces ambassadeurs des Alpes. Alors moi, ce qui me rassure et surtout ce qui m'enchante, tout d'abord merci à Télé Grenoble de faire cette émission ici avec nous aujourd'hui. TV Grenoble, un partenaire de toujours des ambassadeurs des Alpes et de la descente des alpages. Mais je m'aperçois que c'est un peu au-delà de ce que je pensais avec tous les témoignages auxquels on a pu assister, mais souligne, légitime un petit peu ma pensée initiale sur ce que sont les valeurs alpines. Elles sont alpines, c'est un grand débat des fois avec Sébastien qui effectivement ne lâche jamais rien quand il a une idée et confronte ses idées aux miennes. On se voit souvent, c'est la même famille. Ah bah. Voilà. Et c'est vrai que merci, un grand merci. Je crois que les interviews que vous avez pu mener aujourd'hui sont formidables, plein de sens. J'ai discuté un petit peu en dehors d'ailleurs avec ceux qui avaient été interviewés. Ils sont vraiment très très contents. C'est de ce moment de rencontre, de ce moment d'échange qui nous rassemble. Et on aurait pu continuer, hein, Elsa, pendant des heures et des heures. Hein, et on voit bien que ces chefs d'entreprise, ces femmes d'entreprise qui ont témoigné sur ce plateau aujourd'hui,
sont tous animés par cette volonté de faire vivre un territoire. Ouais, c'est flagrant et on ne peut que souscrire à ces valeurs-là. En tout cas, c'est notre cas, nous, en tant que Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On est là pour accompagner une vision long terme. Et je crois que autour de ces valeurs de proximité, de solidarité, la notion aussi de la durabilité est forte. Et voilà, j'ai retrouvé beaucoup de choses qui m'enthousiasment énormément. Donc merci à tous. Merci en tout cas, merci Elsa Mignani d'avoir été avec nous. Merci Christian Laval de nous avoir accueillis. Longue vie à vos ambassadeurs des Alpes. On se reverra de toute façon en octobre à l'occasion de la descente. Oui, de façon trimestrielle déjà pour nos rencontres et pour ce merveilleux moment que nous allons vivre sur notre territoire grenoblois cette fois. La descente des alpages le 9 octobre prochain, on aura l'occasion d'en reparler. Merci aussi à toute l'équipe ici du Vieux Moulin qui nous a reçus au Versou. Merci aux équipes de Favoris pour la réalisation et la mise en image de cette émission. Enfin, merci à tous de votre fidélité. Passez un très très bel été et on se donne rendez-vous très vite sur Télé Grenoble pour un nouveau voyage en classe affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.